On se retrouve pour cette hebdo d'innovation, je suis très content de vous retrouver. So, let's go. Donc comme d'habitude, les appréciations formulées reflètent les opinions à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. So, let's go, on commence. On commence cette semaine avec une IA de Sony qui domine la course automobile virtuelle. Donc il faut savoir que Sony dispose d'un jeu qui s'appelle Gran Turismo, d'accord, et qu'ils ont créé à partir de 2020 une IA qui s'appelle Gran Turismo Sophie, d'accord, qui s'entraîne à battre les joueurs de jeux vidéo. Ce qui est intéressant dans cette IA et pourquoi on en parle, parce que ça a plus d'impact que juste le jeu vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, Sophie, comme IA, c'est une IA qui a été utilisée, d'accord, avant tout dans des circuits sans compétiteurs. Et là, elle faisait les meilleurs scores jamais vus, d'accord, sur le jeu. Personne n'arrivait à battre les scores autour de Sophie. Par contre, quand ils l'ont mis face à des joueurs traditionnels, l'IA perdait toujours. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils vont toucher votre voiture, ils vont se mettre à côté. Enfin, il y a d'autres stratégies. Il faut être agressif, il faut être plutôt passif, etc. Il y a d'autres stratégies qui rentrent en ligne de compte. Et plus vous mettiez de joueurs, plus la course était dense, plus l'IA avait du mal. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA de Sony, ils ont été capables maintenant de la retravailler et maintenant elle gagne quasiment à tous les coups quand elle fait des compétitions avec d'autres joueurs. D'accord? Et ça c'est clé, pourquoi? Parce que ça pourrait avoir une manière de gérer qui pourrait être utilisée dans les véhicules classiques qu'on a sur la route de tous les jours. Alors c'est très éloigné, mais si vous voulez, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait avoir par exemple dans la F1 traditionnelle, et vous savez très bien que c'est toujours la même chose. Les innovations apparaissent dans la F1 traditionnelle et arrivent après dans la voiture. Pourquoi est-ce que les grandes écuries et les grands constructeurs acceptent de payer beaucoup pour être en F1? C'est pas qu'une question d'image. C'est aussi parce que la F1 est une super manière de tester des technologies en les poussant à la limite de la limite. Et du coup, une fois que vous avez travaillé cette technologie dans un environnement plutôt limité, etc., dans lequel il faut être le plus optimisé possible, et bah après vous avez une capacité de déploiement de votre technologie sur quelque chose d'un peu plus mass market, et ça peut être très très intéressant. Donc c'est quelque chose à suivre, parce que justement le prochain but de Sony, c'est d'essayer de faire travailler son IA à conduire une voiture autonome sur un circuit. Alors au début 100 personnes, d'accord, donc comme ils ont commencé dans le jeu vidéo, donc c'est-à-dire combattre les pilotes et faire savoir si l'IA qui conduit la voiture arrive à faire des meilleurs tours que les meilleurs pilotes de F1 ou ce genre de choses, d'accord. Et après leur but c'est d'arriver à en mettre une dans une compétition de voitures classiques et une voiture totalement autonome, et d'arriver à battre les pilotes traditionnels. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors je pense pas qu'on y arrivera d'un seul coup, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et ça vous montre qu'à quel point quasiment tous les acteurs et tout le monde peut avoir un intérêt, etc. Et pourquoi ça a un intérêt par exemple là? Parce que Sony vous dit qu'il y a une capacité d'entraîner l'IA avec les jeux vidéo qui est assez forte, parce que vous pouvez reproduire des situations du réel dans le jeu vidéo, et du coup vous avez une capacité d'aller faire apprendre au modèle des comportements, des manières dont les conducteurs vont se comporter, etc. Et ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour entraîner le modèle avant de le mettre sur la route, sachant qu'il n'y a rien qui se compare à ce que font les hommes, mais du coup vous pouvez avoir des données d'entraînement qui sont considérables, et après vous travaillez dessus. On continue avec du DeepMind qui a surpris en entraînant une IA comme un bébé, et qui a été capable de faire comment s'appelle, cette technique
qu'on voit chez les enfants, c'est-à-dire quand ils ont vu quelque chose et qu'ils le reproduisent, etc. Ou alors qu'ils ont vu qu'on faisait ça comme ça et on faisait ça comme ça et que du coup autre chose, ils vont prendre un peu à gauche, prendre un peu à droite et se douter que voilà. Et c'est ce qu'on appelle un peu de la surprise. Et donc ça c'est intéressant. Donc comment est-ce que DeepMind a fait? En fait c'est simple. DeepMind a pris un modèle assez peu entraîné, d'accord, qu'ils ont mis à regarder plein de vidéos, voilà, des batchs de vidéos, et après ils ont demandé à l'algorithme ce qu'il pensait, et ils se sont rendus compte que l'algorithme il essayait de prévoir ce qui allait se passer un peu comme un enfant, il prenait un peu à gauche, à droite, et il se disait tiens j'ai vu ça, et je peux me dire que va sûrement se passer ça. Et c'est pas juste j'ai vu que en temps normal, quand on prenait une banane, on la mettait dans la bouche et je vais mettre la banane dans la bouche. C'est plutôt j'ai vu qu'en temps normal, quand il y avait un fruit dans la main de quelqu'un, il l'amenait jusqu'à sa bouche. J'ai vu ça dans les pommes et dans les poires. Je vois une banane au sol qui m'a l'air une banane comestible. Bah, le truc que je dois faire, c'est l'amener vers ma bouche et la manger. Voilà. C'est à peu près ce qu'ont réussi à faire les chercheurs de DeepMind. Et c'est quand même une notion qui est assez intelligente, hein, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, d'accord. Donc il faut savoir que pour faire ça, ils ont utilisé ce qu'on appelle le plateau, donc le Physics Learning through Auto-Encoding and Tracking Object, d'accord. Donc c'est de l'IA très flexible, hein, où vous allez développer justement cette pratique un peu d'intuition que vous avez chez les enfants quand ils commencent à marcher, etc., qui n'est pas de la pure reproduction. Et il faut savoir que l'IA d'avant, c'était avant tout de la reproduction, et que justement, ce qu'on essaye de mettre dans l'IA de maintenant, c'est de l'intelligence dans sa reproduction, et c'est aussi de l'intuition, ce genre de choses, des nouveaux concepts qu'on n'a pas du tout dans l'IA actuelle. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Donc c'est aussi intéressant, pourquoi? Parce que ça montre, et c'est aussi pour ça que le papier DeepMind est intéressant, c'est parce que les ingénieurs de chez DeepMind, ils ont été voir des psychologues et ils ont dit que ça serait intéressant de se mettre à créer une IA comme un homme se développe, d'accord? Donc comme dans l'enfance, et puis après un peu après, et puis de faire des strates. Et par exemple, vous avez dans le print, donc dans le papier de DeepMind, une explication qui dit que ça pourrait être intéressant de faire ce plateau et d'être dans des choses très très simples où on va faire appel à beaucoup d'intuition au début dans la construction de l'algorithme, puis après d'ajouter une brique qui serait vraiment de la reproduction, un peu comme ce qu'on fait à l'école, parce que ce qu'on fait à l'école pour beaucoup c'est reproduire, c'est-à-dire 3 plus 3 égale 6, tiens on m'a dit que tel mot en anglais ça voulait dire tel truc, etc. Et c'était de la reproduction. Et vous allez bâtir un étage de reproduction. Et après, ce que vous reprenez un petit peu quand vous allez à la fac et au lycée, c'est on essaye de vous dire, eh ben, il faut arrêter de juste retranscrire ce que vous avez appris, mais c'est amener de l'intelligence, des conjonctions entre différents facteurs, etc. Et ça serait la troisième étape de l'IA. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que si vous arrivez à faire ce système de strates, effectivement, vous pouvez donner beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de profondeur à l'intelligence artificielle. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'on y arrivera demain, c'est très 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 compliqué. Mais le fait qu'on commence à y arriver, toujours la même chose, le fait qu'on s'ouvre le champ des possibles, que là on arrive à faire quelque chose où il y a de la surprise avec plateau, qu'on arrive à faire d'autres choses, etc. C'est des choses qui sont assez intéressantes quand même. Donc dans les cryptos cette semaine, c'est le rebond qui est assez fort, hein. Vous voyez, vous avez Lido, mais ça avait beaucoup baissé. Ethereum classique qui a beaucoup monté. Ethereum normal aussi qui a rebondi très fortement. Polygon qui a rebondi très très fort et qui a annoncé des grosses nouvelles. Voilà. Il faut savoir que quand même, moi je suis quand même pas mécontent parce que quand vous regardez un peu ce que je vous ai dit ici et ce qu'on a par exemple dans ELF, etc., bah nous on avait renforcé du Avalanche, renforcé du Polygon, etc. Et donc du coup on a plutôt renforcé les bons coins, renforcé de l'Ethereum, etc. Donc on est plutôt pas mal sur ELF et on a plutôt fait les bons calls. Et vraiment ce que nous annonce Polygon, c'est très fort au niveau technique. Vous voyez qu'après, ce qui est descendu cette semaine, bah, c'est que des stablecoins. Donc ça montre vraiment qu'il y a eu une reprise du marché des altcoins, etc. et que les gens ont décidé d'investir dedans. Voilà, vous voyez, c'est ici.
Donc voilà, Appcoin qui a un peu remonté aussi, mais faut faire attention parce que les choses n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire qu'Appcoin qui rebondit de 40%, mais ça valait 20 $, c'est pas la même chose que Polygon qui rebondit de 62%, mais au plus haut ça valait 1 $, 1,80 $ ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pas du tout la même chose. Et ce qui vous intéresse justement, c'est ce genre de, de coin là comme Polygon, hein. Des choses qui arrivent à mettre des choses dans le temps. Au niveau de l'adoption, bon bah c'est toujours, c'est pas bon cette semaine sur Ethereum. L'adoption descend un peu avec le number of owners qui descend. Même si les adresses actives ont monté, c'est-à-dire que les gens participent plus au réseau. Bitcoin toujours du number of owners qui monte doucement mais sûrement. Voilà. Au niveau des transferts value, bon, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que effectivement, sur les altcoins, genre Algorand, vous voyez que bah, ça a beaucoup monté. Sur ICPT, ça a beaucoup monté. Sur Cardano aussi, un peu moins sur Ethereum et un peu moins sur Bitcoin. Ou même sur Bitcoin, ça a plutôt descendu. Donc ça veut quand même dire qu'on a plutôt spéculé sur les altcoins. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a vu un peu avant, etc. Au niveau de l'adoption, toujours la même chose, hein. Vous avez toujours sur l'USDC, ça monte toujours assez fortement. Donc voilà. Vous avez le Tether sur Tron qui continue à monter, avec les adresses actives qui continuent à monter aussi. Vous avez Binance Coin qui continue à monter. Vous avez quand même des gens qui stockent des crypto-monnaies et surtout des stablecoins. Donc tout le monde n'est pas encore revenu dans le segment de marché. Au niveau des weekly cash flow, inflow, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'inflow ici, d'accord, en début 2021, etc. Enfin, fin 2021, pardon. Il y a commencé à avoir des outflows que vous voyez début 2022. Après, c'est remonté un petit peu. Après, ça a fait des phases de haute et de baisse et de reprise. Et là, vous voyez, depuis 3 semaines, on est en inflow, mais tout petit, hein. Surtout les 2 dernières semaines, c'est des inflows tout petits. On va voir un peu après ce qui s'est passé. Donc, en week inflow, vous avez CoinShare Physical qui est à 0. Vous avez Purpose qui en a un peu pris. ProShare qui a pas mal monté, hein. Voilà. ETC Group, Other et 21 Share. CoinShare XBT qui a un peu descendu. Et 3 IQ qui a beaucoup descendu. Vous voyez que l'AUM a un peu descendu, mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs au niveau annuel, ils sont en très forte baisse. 3IQ, CoinShare XBT qui sont en vraie baisse, ETC Group. Après, vous voyez que les autres sont en hausse. ProShare et 21Share sont en hausse et CoinShare Physical est en hausse. Donc l'AUM, c'est-à-dire l'actif sous gestion, a légèrement augmenté. D'accord. On est en milliards, donc de 26 milliards, on est à 26 milliards d'actifs sous gestion, donc ça a augmenté de 55 millions sur l'année. Donc c'est quand même pas mal pour une année de faiblesse des cryptos, etc. Surtout que voilà, c'est assez fort. Alors attention, le flow n'est pas égal à l'AUM plus le flow, parce qu'en fait dans l'AUM, là vous comptez la crypto au prix du marché actuellement. Dans le flow, vous comptez vraiment le flux positif. Donc les gens qui ont mis 50 millions de dollars sur le marché, voilà. Et pas, vous ne compensez pas le flow par la baisse de l'AEM parce que les cryptos ont baissé. Au niveau des actifs, vous voyez que en gros, ce qui est intéressant, c'est vraiment Ethereum qui est remonté très fortement. Le flow en mois est monté de 6,6, d'accord. Donc 6,6 millions à la hausse pour Ethereum. Mais vous voyez qu'à l'année, le flow il est très très négatif. On est à 446 millions de sorties alors qu'on a 14 millions d'entrées pour Bitcoin. Donc ça c'est d'autant plus intéressant que en fait si vous comparez, Ethereum a fait un plus haut vers 4002, un truc comme ça, et là on est à 1004. Donc on a bien divisé. Et Bitcoin a fait un plus haut à 65 et on est à 20 000. Et donc on commence à voir une petite surperformance de l'Ethereum sur le Bitcoin qui est quand même intéressant. Il va falloir voir si ça reste ou pas, mais c'est intéressant. Bon, Binance, c'est des sorties annualisées. Multi-asset, vous voyez que ça monte beaucoup cette année. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent des altcoins.
Bon, ça c'est normal. Short Bitcoin, vous voyez par contre qu'il y a beaucoup eu d'entrées. Hein. Il y a encore beaucoup d'entrées ce mois-ci et pourtant ça baisse un petit peu. Et on est à 144 de millions en short Bitcoin. Donc ça commence quand même à être quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, Solana, c'est un flow annuel qui est assez fort. Par contre, au niveau mensuel et au niveau des semaines, c'est pas très fort. Et vous voyez d'ailleurs que les dernières semaines où le Bitcoin a rebondi, il y a eu un flow très très fort sur le short. Bon, Tron, voilà, Cardano, XRP, les autres. Voilà. Au niveau des pays, vous voyez que par contre, ce qui est intéressant, c'est justement ça. Canada, parce que beaucoup d'ETF étaient là-bas et sont en train d'aller retourner aux États-Unis, donc ça baisse. En France, ça baisse assez fort, voilà. Mais vous voyez que par contre, au Brésil, ça monte très très fort. En Allemagne, ça monte très très fort. En Suède, ça descend un petit peu. En Suisse, ça monte très très fort. Et aux États-Unis, ça monte très très fort. Donc la partie des États-Unis qui monte, ça compense un peu la baisse du Canada, qui est due à des acteurs qui avaient des ETF au Canada qui vont se mettre aux États-Unis parce qu'ils trouvent que c'est mieux. Le Brésil, c'est vraiment parce qu'il commence à y avoir une vraie traction d'adoption là-bas qui commence à être intéressante. L'Allemagne, c'est pareil, il y a des épargnants qui aiment beaucoup les cryptos. Et la Suisse, c'est parce qu'il y a un environnement crypto qui est quand même très friendly. Et la Suède, il y a des gros acteurs de l'investissement pour les retraites qui proposent des solutions crypto en Suède. Donc c'est normal qu'il y ait un gros AUM, mais par contre c'est vrai que les gens ont massivement vendu. Hein. Mais vous voyez qu'au global, on est quand même au positif. On continue avec le mix énergétique du Bitcoin qui devient durable à 59,5%. Donc ça, c'est les données de du Q2 de la Bitcoin Mining Council, donc qui regroupe les plus gros acteurs du Bitcoin. D'accord. Donc globalement, le BTC à 59,5%, c'est des énergies renouvelables. Pour ceux qui sont du Bitcoin Mining Council, c'est même un peu plus, c'est 66,8%. Vous voyez qu'après, vous avez les Power Mix de Sustainable. Donc vous voyez que vous avez l'Allemagne, etc. et tout ça. Bon, ça, il compare à des pays. Je pense que comparer à des pays, ça ne veut pas dire grand-chose parce que après, ça reste, tout dépend du reste de votre mix, à quel point il est polluant ou pas. D'accord. Voilà. Si comme l'Allemagne, vous avez un fort mix green, mais que le reste de votre mix il est extrêmement polluant parce que c'est du charbon, au final, votre coût carbone, votre création de carbone, elle va être élevée. D'accord. Mais bon, ils ont comparé face à des pays, ils auraient pu comparer face à autre chose. Mais vous voyez quand même qu'ils vont vraiment dans le bon sens. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. La consommation d'énergie a monté de 15 BPS. D'accord. Les émissions de carbone liées à cette consommation d'énergie ont monté de 9 BPS. Alors que le hash rate des mineurs, donc la puissance de calcul des mineurs, a monté de 137% year over year. D'accord. L'usage énergétique n'a monté que de 63%. Et donc l'efficience des mineurs a quand même monté de 46%. Donc ça veut dire que ce que vous voyez, c'est que plus le réseau devient grand, etc., plus les mineurs sont de qualité, plus l'efficience est là, et plus chaque transaction dans le réseau Bitcoin a un impact énergétique qui est faible. D'accord ? Et donc votre question, c'est un peu d'essayer de comprendre un peu l'impact énergétique qu'il va y avoir à très long terme. Et la question, c'est est-ce que l'impact énergétique d'un réseau comme Bitcoin peut à terme être moins lourd que l'impact énergétique d'un réseau de bancaire classique Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez les différences de mineurs. Donc vous avez les mineurs de l'époque et leur efficience, et les mineurs de maintenant et leur efficience. Vous voyez bien qu'il y a eu une explosion de 5814% de l'efficience des mineurs. Donc ça vous montre l'évolution des puces dans le temps, les bonds technologiques qu'on a fait entre les différents produits. D'accord. Donc là, vous avez l'architecture avec l'hardware, d'accord, vous voyez. Donc vous voyez qu'au début, on était plutôt sur des choses assez classiques.
Après, on a commencé à avoir des gens qui étaient dédiés avec le PGA, le Canaan, etc. Et vous voyez qu'après, voilà. Et maintenant, vous voyez quand même que, en gros, les plus efficients, c'est les ant mineurs de très très loin. On a aussi Celsius cette semaine qui a déposé le bilan et qui s'est mis en protection des faillites avec le chapitre 11. Le cabinet qui va le faire, c'est Kirkland et Ellis LLP. Donc c'est le même cabinet que pour Voyager Digital qui va aider à déposer le bilan. Donc ça, il va falloir voir un petit peu comment est-ce que ça va être géré, qu'est-ce qui va rester comme actif, combien vont perdre les utilisateurs, ce genre de choses. Ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré le fait que ça ait déposé le bilan, le marché des cryptos n'a pas capitulé. Donc ça veut dire que quand même les gens ont pricé et tout le monde se disait ça va arriver, voilà. Et du coup ça n'a pas développé d'effet cascade entre guillemets. Donc ça c'est intéressant. Hop là, on va faire. Je vais aller voir s'il y a des questions. Ici, il y a des gens qui ont dit des choses. Non, rien de plus. Hop. Hop, là c'est parfait aussi. Donc let's go. Donc on continue avec les ventes de jeux vidéo de juin aux États-Unis. Donc Elden Ring qui est premier, Lego Star Wars qui est deuxième, Mario Striker, le nouveau jeu de foot de Nintendo qui apparaît troisième, MLB, après le nouveau Overwatch avec la sortie du futur Overwatch qui a fait remonter Overwatch dans le top, Mario Kart, Nintendo Switch, Kirby, Final Fantasy le remake et Minecraft. Et Final Fantasy le remake, il y a eu une très forte remontée avec des streamers qui sont mis à jouer, etc. Les dépenses des consommateurs au global sur le mois de juin, elles ont diminué de 11% sur le secteur du jeu vidéo à 4,3 milliards de dollars selon NPD. D'accord. Sur l'ensemble de l'année, les dépenses ont atteint 26,3 milliards, une baisse de 10%. Donc il y a toujours une aggravation un peu de la baisse qui se passe. L'abonnement est la seule catégorie à connaître une croissance par rapport à 2021. Donc ça montre bien le shift que je vous ai expliqué vers ces phénomènes d'abonnement, etc. Après tout ce qui est hardware, tout ce qui est équipement, souris, clavier, etc. c'est en baisse maintenant. On a Nintendo qui se lance dans les films d'animation en allant acquérir Dynamo Pictures. Leur but c'est quoi ? C'est de faire tout ce qui va être des films autour de Mario, etc., de les amener au cinéma. Donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois. En gros, Nintendo est parti dans les années 2000, ils avaient 4 business, ils en ont 8 maintenant, d'accord ? Et avec celui-là, ils vont être à leur 9e business. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que plus vous empilez les business, plus vous avez le potentiel de créer de la valeur quand même. Donc ça c'est quand même quelque chose de très 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 intéressant. Ça montre aussi la volonté de Nintendo d'aller profiter de son pipe de licence. Ça montre aussi la volonté de stabiliser l'entreprise parce que forcément si vous faites des films etc, vous pouvez vous permettre de sortir les films pas forcément au même moment que les jeux etc. Donc ça va lisser votre revenu dans le temps. Et ça c'est ce qu'on reprochait beaucoup à Nintendo, d'avoir un côté un peu erratique et très cyclique par rapport à la lancée des consoles et de certains gros titres. Et donc de gagner beaucoup d'argent et après de perdre de l'argent ou de rien gagner du tout. Et ça plaisait pas trop au marché. Donc c'est toujours dans la même chose, c'est pour avoir une cyclicité qui descend et tout en ayant une croissance de long terme de la société qui augmente. On a Unity qui fusionne avec ironSource. Donc le but pour Unity c'est de se protéger un peu de la baisse des marchés, etc. Il fallait qu'ils innovent, qu'ils aillent un peu plus vers la rentabilité. Donc vous voyez, les bleus clairs, c'est les briques qui sont Unity. Pardon. Et les bleus foncés, c'est les briques qui sont ironSource. Ce que vous voyez, c'est que les creation tools, donc tout ce qui va être dans l'aspect plutôt développement des jeux vidéo, les services qui sont liés au gaming, la configuration, le DevOps, les clouds, etc., c'était côté Unity. Donc ça, c'est tous les côtés développeurs plutôt, d'accord. Et vous voyez que chez ironSource, c'était tout ce qui était plutôt monétisation, publication du jeu, marketing, etc., création des ads, etc. Et donc vous voyez que ça, c'était tout ce qui était bleu clair. Et donc au final, c'est vrai que les deux plateformes se complètent assez bien, sachant que les creation tools, gaming service, etc., c'est des revenus très long terme. Vous faites des
des contrats assez long terme et où vous êtes avec du SaaS, souvent des choses comme ça, ou du quasi SaaS, mais avec des coûts de CAPEX pour maintenir ces logiciels qui sont très très élevés. Et sur la publicité, les coûts sont un peu moins élevés en CAPEX, etc. Vous faites de la rentabilité plus vite. Mais par contre, il vous faut assez vite une taille importante. Plus vous avez de données, plus vous pouvez combattre Facebook, Google, etc. Et donc, c'est une course à la taille quand même assez importante parce que si vous ne grossissez pas assez vite, bah, vous risquez de vous faire juste dépasser par d'autres acteurs et qui vont manger après toute votre marge et vous marginaliser. Donc c'est pour ça qu'ils ont été fusionnés. Donc vous voyez, là ils vous mettent un peu tout ce qu'ils ont comme données. Et donc c'est sûr que merger ces deux données avec la capacité dont les développeurs travaillent un produit, puis après la capacité dont les clients utilisent ce produit, ça permet de définir et de dire aux développeurs il faut plutôt se concentrer là-dessus, il faut plutôt faire ça, il faut plutôt faire ceci, etc. Et donc là c'est sûr que au niveau de l'IA et du machine learning, il y a des choses très très intéressantes à faire avec les deux sociétés. Il y a aussi des très grosses synergies, hein. Donc 300 millions d'euros de synergie par an au bout des 3 ans, d'accord. Un EBITDA ajusté qui sera aux alentours de 1 milliard en 2024, donc demain. Donc ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite vers la rentabilité comment ça s'appelle, chez Unity. Et ça, c'était vraiment une problématique que je voyais. C'est-à-dire que effectivement, vous avez beaucoup de sociétés comme Unity qui ont eu des très grosses valorisations, qui sont montées très très haut, mais qui étaient très loin de la rentabilité et là qui se font défoncer à cause de ça. Et donc, vous voyez qu'elles sont toutes en train d'essayer de s'adapter. Alors, il y a celles qui essayent de réduire les coûts pour aller vers la rentabilité. Il y a celles qui essayent de pousser un petit peu la croissance pour aller très vite vers la rentabilité. Et il y a celles qui font tout simplement des opérations de fusion-acquisition pour essayer d'aller vers la rentabilité en achetant des concurrents qui sont déjà rentables, en allant chercher un petit peu de la croissance comme ça. Et là, c'est ce qu'on voit en ce moment. Et je pense que ça donne des entreprises qui sont plus solides, qui sont plus sérieuses. Et donc, pour le rebond du marché, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. On a aussi eu cette semaine Roblox, qui a eu un pirate informatique qui a mis en ligne des données qui semblent venues des serveurs internes de la société. Alors ça vise pas les utilisateurs, mais ça vise plutôt les développeurs qui utilisent Roblox pour développer des environnements sur Roblox, avec les revues de ces développeurs, ce genre de choses, etc. Enfin, Roblox c'est une plateforme qui est utilisée avant tout par un public qui est jeune, donc tout problème de piratage, de pédophilie, etc. peut être des énormes problèmes pour Roblox. Et du coup ça, effectivement, c'est des choses à suivre. Pour ceux qui sont actionnaires de la société Roblox. On continue avec l'hebdo des marchés. Donc cette semaine, on va parler des résultats de Netflix qui sont tombés hier. Donc vous voyez, revenus, petite croissance, d'accord, mais avant tout, la croissance qui est que de 4,7%, elle est due au dollar qui est fort. L'operating income est toujours assez haut, etc. Le net income aussi. Vous voyez que le nombre d'abonnés, d'accord, il a un petit peu diminué, moins que les 2 millions qui étaient prévus de pertes. Donc c'est ça qui a fait rebondir le titre aujourd'hui. Et il prévoit une petite reprise au Q3. Et ça a plu au marché. Voilà, enfin avec le Q3, ils reviendront plus ou moins à leur plus haut qui était au Q4 2021. Donc ils n'auront quasiment rien fait en 2022. Ils ont un free cash flow qui commence à devenir de long terme. Donc ça, la boîte commence à être capable de se débrouiller toute seule. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le nombre d'heures vues sur Netflix écrase la concurrence et de plus en plus. Donc les gens sont de plus en plus liés à Netflix. Et ça, c'est intéressant parce que si on compare, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de concurrents et que maintenant, il y a des gens qui faisaient le choix d'aller sur les concurrents. Mais ce qu'on voit quand même d'intéressant, c'est que malgré le fait que les gens fassent le choix d'aller sur les concurrents certains, j'ai quand même pas peur qu'il y ait tant de clients que ça de Netflix qui décident d'aller plus sur Disney+ ou ce genre de choses. Parce que quand vous regardez, le taux d'utilisation de Disney+, de Prime Video et d'Apple, il est quand même très bas. Vous voyez, 245 milliards de minutes regardées. Bon, c'est très très loin de ce que vous avez sur Netflix. Et vous avez quand même quasiment 100 millions d'abonnés. Donc normalement, chez Disney, ils devraient être à la moitié de ce que fait Netflix. Et ils en sont très loin. Pour Amazon, c'est encore pire. Et alors pour Apple, c'est encore pire. Donc ça veut dire que les gens,
Ils passent pas beaucoup de temps sur la plateforme d'Apple, d'Amazon. Alors Apple et Amazon, je pense que vous pouvez un peu le comprendre parce qu'il y a d'autres services dans l'écosystème. Donc les gens, ils peuvent décider d'acheter un bundle, de payer un peu moins cher et ils viennent que quand il y a une série qui leur plaît, puis après ils n'utilisent plus le service. Mais c'est quand même pas top parce que, comme je vous l'ai dit, moins vous utilisez un service, plus vous avez de pourcentage de chance de churn au bout d'un moment. Plus vous utilisez un service, moins vous avez de pourcentage de churn, de pourcentage de chance de churn, donc de vous désabonner. Donc bon, il y a quand même des choses qui sont en faveur de Netflix et il ne faut pas l'occulter parce que les gens sont très difficiles avec Netflix maintenant, mais il y a quand même de la force. Alors après, ils nous ont parlé de la fumisterie en comparant le fait qu'il y avait des gens, plus de gens qui discutaient de Stranger Things sur Twitter que ce qu'il y en avait pour Top Gun Maverick, etc. Bon, ça vaut rien. Je pense que ça vaut rien. C'est pas parce que les gens en discutent sur Twitter que vous faites de l'argent. Enfin, à la limite, c'est bon pour Twitter, mais c'est pas forcément bon. Enfin, ça a pas beaucoup d'impact pour Netflix. Donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le cash content spend to content amortization ratio. Donc ça, vous voyez, vous avez eu beaucoup de montées. Vous avez eu un plus haut en 2019. Après, vous avez eu le fait que les productions ont été stoppées. Vous avez quelque chose qui remonte. Et là, en 2022, vous avez quelque chose qui revient vers 1,25 comme on avait en 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la société a été capable de bâtir un catalogue. Donc, elle a mis en place ses coûts. Et là, maintenant, elle est plutôt dans une phase où elle essaye de stabiliser ses coûts et de faire monter sa marge. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, Netflix était prêt à payer des acteurs très chers pour les faire venir sur leur plateforme, etc. Et maintenant, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. De plus en plus, Netflix commence à dire, écoutez, moi, je suis très connu. Si vous voulez pas venir chez moi faire un film, c'est pas grave. Je peux prendre des acteurs que personne ne connaît et je peux les faire devenir des stars. C'est ce qu'ils ont fait avec certaines séries de Netflix. Et du coup, les acteurs qui sont connus ont tendance à dire que ouais, mais s'ils veulent pas qu'il y ait de la concurrence qui émerge, ils ont intérêt à devenir un peu moins gourmands. Donc Netflix arrive à un peu comprimer le coût des shows, d'accord? Et ça, c'est intéressant pour la hausse de la marge à long terme. Donc ça, il va falloir surveiller que ça continue comme ça. Et après, l'autre point qui est intéressant quand même cette année, c'est que vous voyez que le gros de l'acquisition se fait en Asie. Parce qu'on a un ajout de 1 million de personnes en Asie. Ça, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de programmes en langue coréenne, en langue thaïlandaise, etc. Donc, qui poussent le service en Asie. D'accord? Alors qu'il y a quand même une grosse concurrence en Asie. Donc, ça montre qu'en Asie, ils sont capables d'aller capturer de la croissance. Donc voilà. Ça s'est même pas fait au prix d'une baisse trop importante des revenus par abonné. Parce que vous voyez que vous avez eu une baisse de 40 centimes. Mais en fait, si vous compensez ça de l'effet FX, vous êtes sur une baisse qui va plutôt être de l'ordre de 10 centimes. Donc c'est pas considérable. Et vous voyez que par contre là où c'est intéressant aussi, c'est au LATAM. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez que vous aviez une perte d'abonnés et là vous avez un gain d'abonnés qui recommence et c'est très très intéressant, surtout avec le revenu moyen qui est en hausse parce qu'en fait il y a quand même des effets de change qui ne sont pas en faveur de Netflix, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui pousse la hausse du revenu moyen par client et la croissance du groupe? C'est que c'est dans ces zones-là, au LATAM, qu'ils ont mis en place les systèmes pour limiter que les gens partagent les comptes. Et on a l'impression que ça fait partir certaines personnes, mais que d'autres personnes acceptent de payer le supplément et que si vous voulez, A plus B fait qu'au final, c'est quand même positif pour Netflix. Sachant que les clients que vous perdez, peut-être que c'est des clients que vous allez réussir à reconquérir, qui sont juste fâchés parce que le prix augmente et qu'ils s'en vont et qu'après ils vont revenir. Et la semaine passée, au niveau des résultats, on avait JP Morgan qui a publié moyen et qui a dit qu'elle allait arrêter de faire des rachats d'actions. Donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les bancaires. Globalement, tout le monde dans l'univers des bancaires a publié soit des guidance vers le bas, soit des choses un peu mi-figue, mi-raisin. Et beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient limiter les recrutements, limiter les bonus, arrêter les rachats d'actions. Donc
Ça veut dire quand même qu'ils essayent de faire du cash et qu'ils pensent que leurs sociétés sont justement valorisées. PepsiCo qui a très bien publié toujours la même chose, une capacité à retransmettre l'inflation et même à la retransmettre avec une petite prime. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu les passagers clandestins. La question c'est de savoir jusque quand ça va durer et en tout cas c'est une bonne chose pour les actionnaires de Pepsi. Citigroup qui fait beaucoup mieux que prévu, mais c'était très dégradé les estimations de Citigroup. Donc c'est normal qu'ils fassent légèrement mieux que prévu. D'accord. TSMC qui fait des très bonnes estimations et qui en plus rehausse ses objectifs annuels. Voilà. Sachant que le revenu, vous voyez que c'est légèrement plus faible, mais c'est dû aux effets de change qui ne sont pas en faveur de TSMC sur la partie dollar. Wells Fargo, très mauvais. Delta, c'est assez mauvais sur le PS. Pourquoi ça c'est bon sur le revenu et mauvais sur le PS? C'est qu'en fait, il faut passer des hausses de salaire au niveau des pilotes, etc. Ils sont obligés de faire des remboursements parce qu'il y a certains avions qui n'arrivent pas à partir parce qu'il n'y a pas assez de personnel, etc. Et du coup, ça plombe le revenu, enfin le résultat de la société. Telefonica, c'est très mauvais aussi. L'inflation pèse sur eux et ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. US Bank Corp, c'était moyen. BlackRock, c'était très mauvais aussi. Bank of New York, c'était assez mauvais aussi. Et Congress Conakra Brand, c'était un peu mi-figue mi-raisin, mais ils arrivent moins à transmettre l'inflation que PepsiCo. Et donc ça, et ils nous ont prévenu aussi qu'ils commençaient à avoir des clients pour qui ils sont au top. C'est-à-dire s'ils continuent à monter les prix, les clients vont plus consommer. Donc voilà. Donc globalement pour le secteur bancaire, c'est quand même pas terrible ce qu'on a eu là. Ils ont quand même l'impression de... Enfin, ils nous donnent quand même l'impression de beaucoup parler de hausse du coût du risque, etc. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. Alors le fait qu'ils y travaillent, ça peut être une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils vont anticiper le fait que les gens puissent plus rembourser, etc. Alors que c'était des trucs qu'on n'entendait pas en 2008 et tout ça. Donc ça veut dire que la crise va être moins forte. Mais par contre, ça veut dire quand même que le ralentissement va être bien tapé. Donc voilà. Donc pour cette semaine, c'était à peu près tout. Donc on va passer aux questions. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas que juste en dessous, vous avez le lien pour vous abonner à New Tech Insider où on analyse les secteurs un peu comme on l'a fait là, etc. On identifie des belles valeurs et voilà. Et vous avez aussi le service plus premium Elephant Investing Club, d'accord, donc voilà, qui vous permet d'avoir pas mal de valeurs et d'avoir les cryptos, etc. C'est là que par exemple j'avais conseillé à l'époque où ça valait, je sais pas, mais on a dû, quand ça a baissé un petit peu, Polygon, on a dû l'acheter, c'était à 50 centimes d'euros et là c'est à 90 centimes. Donc vous voyez, on a fait 40% en moins d'un mois et demi. Donc voilà, et ça c'était dans ELF. Donc voilà, maintenant on va passer à vos questions. N'hésitez pas, hein, vous pouvez poser des questions directement par mail si vous voulez. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube que vous voyez là ou notre site internet. Et maintenant je vais regarder les questions qu'il y a sur le chat. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? Aucune question ? Je vous ai tous perdus pendant le live. Vous n'êtes pas nombreux en plus, hein, c'est bizarre ça. Parce que vous êtes que 4. Particulier. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi peu nombreux aujourd'hui. Hop. Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais laisser encore 2-3 minutes pour s'il y en a qui ont des questions. Les Itug, Saxos.
Tac, tac, tac. Non, non, ça marche. En plus, c'est bon. La qualité est bonne, etc. Ouais, c'est les vacances, les e-tags. C'est les vacances. Mais bon, après, vous regardez sur YouTube et tout. Bon, là, il faudra bien découper parce que j'ai pas mis le deuxième écran, donc j'ai un peu... Voilà. Petite question sur Spotify. J'ai entendu un mec dire que potentiellement Universal Music pouvait potentiellement retirer les droits de Spotify de diffuser son contenu. Oui, c'est possible. C'est possible. Sauf que Universal Music, s'ils font ça, ils perdent 25% de leurs revenus. Et c'est 25% cette année. Mais l'année prochaine, ce sera peut-être 26, 27, 28, voilà. Ça fait longtemps qu'il existe ce risque-là. C'est le risque qu'un jour, les majors décident de faire leur propre Netflix pour contrôler toute la valeur de la chaîne. Déjà, au niveau légal, c'est pas sûr qu'ils aient le droit, mais passons. Même s'ils le font, ça veut dire qu'ils vont accepter d'enlever les droits de Netflix, de lancer leur propre produit, d'accord? Et quand vous lancez votre produit, ça veut dire que pendant un certain temps, vous allez perdre de l'argent. Parce que tous les abonnés Spotify vont pas passer comme ça. Et Spotify va pas se laisser faire. Et il faut que toutes les majors le fassent. Parce que s'il y a que Universal qui lance son service, c'est sûr que ça marchera pas. Hein. Mais voilà. Mais effectivement, c'est un gros risque. Après, il y a aussi autre chose. C'est qu'Universal, ils vont le faire, mais ils n'ont pas les podcasts qui sont détenus en propre par Spotify. Ils n'ont pas les accords avec les livres numériques et les livres audio. D'accord? Donc, la plateforme de Spotify, c'est plus que de la musique. C'est de la musique et d'autres choses. Et ce que les gens ils viennent faire et s'ils s'abonnent, c'est pour ça. La semaine dernière, on parlait du fait qu'ils achetaient un jeu social pour permettre à leurs clients de s'amuser entre eux. Ça va dans le même chose. C'est vous élargissez votre potentiel. Et ça... si Universal retire ses droits, ils l'ont pas ça. Donc combien est-ce qu'ils vont rentrer? À mon avis, s'ils vont là-dedans, ils rentrent dans un combat avec Spotify, sur lequel Spotify, c'est une question de vie ou de mort pour eux. D'accord? Donc ils vont essayer de gagner le combat. Et pour Universal, le problème, c'est que c'est des boîtes à dividendes. Et donc quand ils vont expliquer à leurs investisseurs qu'ils vont plus avoir de dividendes à te verser, qu'il va falloir qu'ils fassent de la croissance et qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord avec les autres majors, etc. Je pense que c'est compliqué. Et je pense que plus ils tardent, plus Spotify devient important au niveau mondial pour leur reach, etc. Et plus ça devient complexe. Sans compter que vous avez quand même un risque pour Universal, c'est qu'il y ait des gens qui décident, parce que si Universal fait ça, la première chose que Spotify va faire, c'est son propre label, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs. Mais voilà, et donc la première chose que Spotify va dire, c'est à beaucoup d'artistes qui sont chez Universal et qui tirent leurs revenus avant tout d'écoute sur Spotify, etc. C'est de dire à tous ces gens-là, eh ben, venez directement chez nous. Rompez votre contrat chez Universal, etc. Donc en fait, si vous voulez, le risque, il existe. Mais ça serait quand même quelque chose de très très risqué de la part d'Universal de faire ce risque-là. C'est-à-dire que si demain Universal était racheté par Disney, je vous dirais oui, c'est un gros risque. Parce que Disney, ils peuvent venir et dire non, on va faire un bundle musique plus vidéo, etc. On va casser le marché et on est prêt à acheter un truc cher. À savoir qu'on va perdre beaucoup d'argent les 3 premières années parce qu'on va mettre quelque chose en place. Parce que notre vision, elle est à long terme. Je pense que chez Vivendi ou Universal comme ça l'est maintenant, il n'y a clairement pas cette vision. Et de toute façon, quand même, Bolloré qui a quand même le contrôle, il a besoin du cash flow d'Universal. Donc ça m'étonnerait. Et les gens qui achètent de l'Universal à l'heure actuelle, c'est quand même des gens qui s'attendent à avoir une rétrocession du cash flow d'Universal. Donc aller se mettre en complexité, c'est quand même pas si simple. Et attention, parce que à une époque, les majors ont voulu le faire face à YouTube, d'accord? Donc elles ont créé leur propre plateforme qui s'appelait Vevo, d'accord? Ça existe toujours d'ailleurs. Et au début, c'était pas sur l'infrastructure de YouTube, c'était sur une infrastructure qu'avaient développé les majors de
du secteur. Alors déjà, ça faisait qu'ils étaient tout le temps obligés de chasser les vidéos sur YouTube parce que tout le monde, les gens en rajoutaient tout le temps. Quand les gens allaient chercher sur YouTube, bah, ils n'avaient pas envie d'aller chercher sur Vevo parce qu'ils étaient sur YouTube et ils ne voulaient pas aller sur Vevo, etc. Et conclusion, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par intégrer Vevo dans YouTube, remettre la même stack technique entre YouTube et Vevo, et ils ont fait un partenariat avec YouTube. Bon, alors ok, ils ont pris une partie des recettes publicitaires là où avant ils n'avaient rien. Mais en tout cas, au début, ils sont partis pour y aller tout seuls. Et à la fin, ils sont retrouvés dans l'escarcelle de YouTube. Et maintenant, quand ils veulent renégocier avec YouTube, bah, c'est niet. Pourquoi? Parce que YouTube leur dit, écoutez, c'est moi qui vous apporte du flux. Moi, si vous voulez pas, on repart comme avant. Vous allez devoir me flaguer toutes les vidéos des mecs qui font pas comme il faut, etc. Et ça va être compliqué. Et on va tous être perdants. Donc voilà. Donc je pense que les probabilités de ce genre de choses sont assez faibles. Voire même très faible. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête là vu que c'est les vacances? Je vous laisse 2 minutes. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrêtera là. De toute façon, comme vous êtes que 3 ou 4, on est tranquille. Allez, il reste jusqu'à 25. Et à 25, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrêtera là, les cocos. On ira profiter de la piscine. Enfin, moi, j'irai profiter de la piscine. Que penses-tu de l'immobilier aux États-Unis? Je pense qu'il est beaucoup trop cher. Et je pense qu'il ne faut pas investir là-dedans. Enfin, moi, je suis plutôt short immobilier US. Pour plein de raisons. Effectivement, comme en France, structurellement, le marché il manque de biens, etc. Mais je pense que les prix sont beaucoup trop hauts. Je pense que les taux sont en train de s'effondrer et que les gens n'arrivent plus à vendre. Et quand vous n'arrivez plus à vendre, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez vos prix. Même s'il y a beaucoup d'acheteurs. Si les acheteurs ils peuvent pas emprunter, ils peuvent pas vous acheter votre bien. Donc au bout d'un moment, ça s'adapte. C'est ce qui est en train d'arriver aussi en France. La plupart des acheteurs sont soit au-dessus des 33% de taux d'endettement, soit au-dessus du taux de comment ça s'appelle, c'est pas de prédation, mais du taux d'usure, pardon. Et du coup, les gens peuvent pas faire des deals. Et du coup, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, les prix vont diminuer parce que vous avez des gens qui sont obligés de faire des deals, qui vont commencer à baisser les prix et ça fait baisser le prix de tout le marché. Et vous êtes obligé de solvabiliser votre demande. Et la solvabilisation d'une demande qui est touchée par une hausse des taux, ça passe par une baisse du prix de vente. Vu que ça veut dire qu'en fait, pour l'acheteur final, entre acheter à 500 000 avec un taux à 1% et acheter un bien à 450 000 euros mais avec un taux à 5%, c'est quasiment la même chose. D'accord? Sauf que acheter 500 000 à 5%, c'est pas possible et acheter 450, c'est possible. Donc le taux, il a tendance à faire diminuer les prix quand même. Donc moi, je ferai attention au secteur de l'immobilier US. Ouais, certains États tombent très fort, d'autres non. C'est aussi la problématique de la politique monétaire, c'est-à-dire que par exemple, l'endroit où la Banque centrale veut faire descendre les prix, si on prend la Fed,
c'est San Francisco, New York, etc. Où les prix sont complètement ahurissants. D'accord? À Soho, par exemple, j'ai vu passer récemment, Soho, 30 mètres carrés, une chambre, 7500 $ par mois. Incroyable. Incroyable. Ça n'a rien de normal. Ça veut dire que vous êtes trader, vous pouvez vous payer une chambre. Mais what the fuck, quoi. Qui peut encore travailler et aller vivre dans une ville pareille, tu vois. Enfin, il y a une problématique XXL qui se met en place. La problématique de la Fed, c'est quoi? C'est qu'en fait, le fait d'avoir monté les taux, c'est plutôt dans les zones où l'économie, elle était solide, mais bon, il y avait de la classe moyenne que les prix se sont effondrés. Et c'est pas vraiment dans ces endroits de bulles considérables où les prix se sont effondrés. C'est-à-dire que par exemple, les endroits où les prix se sont effondrés, vous avez un petit peu le Texas par exemple, où les prix ont commencé à un petit peu diminuer, etc. Alors qu'en fait, la Fed, elle veut surtout les faire diminuer à Los Angeles et à New York. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est au Texas que ça commence à diminuer en premier. Donc il y a quand même une problématique. Vous avez la même problématique au Canada. Vous avez une volonté des banques centrales de faire tomber. Et manifestement, il y a de la difficulté quand même. Donc ça, c'est un peu compliqué aussi pour les banques centrales. Si vous voulez casser une bulle, mais en fait, vous n'arrivez pas à casser une bulle, mais vous cassez des marchés autour qui ne sont pas forcément des marchés en bulle en premier. Donc ça, c'est un peu des effets collatéraux qui ne sont pas forcément des effets corrects pour une banque centrale. Alors pour les e-buyers, oui, effectivement, c'est un risque. Mais c'est aussi une opportunité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez des gens... Les e-buyers, en fait, c'est des gens qui sont quand même assez intelligents. C'est des gens qui rachètent avec une décote. Donc, ils vendent souvent avec une décote. Donc, c'est quand même pas ceux qui ont les maisons qui restent le plus longtemps dans le pipe. Et en fait, ce que vous vous rendez compte, c'est que les maisons qui commencent à avoir des prix qui baissent, c'est des maisons qui sont aux États-Unis depuis 200 jours sur le marché. Si vous prenez Opendoor, en moyenne, les maisons, elles sont vendues en moins de 130 jours. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de baisser les prix. Après, vous pouvez être pris dans un effet un peu d'accordéon. Parce que la baisse commence à être beaucoup trop rapide. Vous n'arrivez pas à vendre plus rapidement et ça peut poser des soucis. Mais j'ai quand même assez peu de peur là-dessus. Voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à vendredi pour ceux qui sont membres de l'Elephant Investing Club. Et j'espère que vous passez de très bonnes vacances comme moi. Alors, on sera mieux à la rentrée, on sera installé mieux, il y aura les 3 écrans, etc. Enfin, ça sera moins folklorique que maintenant. Mais là, voilà, c'est histoire de se tenir un peu informé durant l'été. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, à parler à vos amis, etc. Et je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée.